bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Avant de parler de la réforme du marché du travail, on va parler de cette initiative que vous prenez ce matin. Vous demandez au peuple européen, vous lancez un appel au peuple européen pour qu'il sorte de l'Europe, vous demandez une dissolution de l'Europe. Oui, je lance un appel aux peuples européens, c'est-à-dire à tous les peuples qui constituent l'Union européenne, pour leur demander d'ouvrir les yeux, de s'apercevoir que l'Union européenne s'est avérée être l'escroquerie du siècle, qui a permis d'ailleurs... Elle n'a pas permis la prospérité pendant longtemps quand même? La prospérité? Ah non, non, elle a permis la ruine. La réalité, c'est que la zone euro a eu la croissance... qui a posé problème? La zone euro a eu la croissance la plus faible du monde depuis 10 ans. Et aujourd'hui, non seulement les peuples européens sont victimes de véritables hold-up, non seulement les pays se suivent et les politiques, les cures terribles d'austérité qui leur sont appliquées se ressemblent. Vous vous souvenez, au début, on avait dit la Grèce est une exception. Puis il y a eu la Grèce, puis il y a eu le Portugal, puis il y a eu l'Espagne. Aujourd'hui, il y a Chypre. Demain, probablement la Slovénie. Donc, je leur lance un appel. Je dis aujourd'hui, ça touche presque même au processus démocratique. Par conséquent, il faut, vous, peuples européens, nous, peuples européens, que nous reprenions en main notre destin. Et je réclame l'organisation de référendums, comme je l'ai fait en France, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, pour que, enfin, les peuples puissent exprimer leur rejet d'une Union européenne qui les a ruinés, qui a atteint très clairement leur identité et qui surtout leur a supprimé toute souveraineté. Il y a des peuples qui s'en sortent. Non, très mal, non, très mal. Oui, bah d'accord, c'est toujours le même exemple qu'on prend. Évidemment, c'est eux qui ont construit l'Union européenne. L'euro, c'est l'Euromark. Avec nous. Non, mais écoutez, non. Ça, c'est ce qu'ils nous ont fait croire. Bon, l'euro, c'est l'Euromark, donc eux, ils s'en sortent. Et encore, pour l'instant, car en réalité, leur économie va moins bien qu'on le dit. Mais tous les autres sont en train de mourir. Alors, est-ce qu'on va mourir pour ce totalitarisme construit par un certain nombre de gens qui nous gouvernent et qui ont cru à cette utopie et qui continuent à nous emmener dans le mur? Ou est-ce qu'à un moment donné, par sagesse, par raison, l'on revient aux structures nationales qui sont quand même celles qui ont permis à nos peuples de vivre dans la sécurité et la prospérité. Vous demandez quoi? Un référendum? Des Oui, référendums? Mais j'ai réclamé déjà un référendum, l'organisation d'un référendum en janvier 2014 en France pour que les Français puissent s'exprimer. Probablement, le président de la République qui ne m'a pas répondu ne l'organisera pas. Eh bien, il y a des élections européennes qui se dérouleront en mai prochain. Enfin, en mai de l'année prochaine. Il faut en faire un référendum. Voilà, il faut que les Français maintenant puissent s'exprimer. Vous me direz... Ils se sont exprimés, les Français, en 2005. Et on ne les a pas écoutés, on a violé leur avis, et on leur a imposé quand même la Constitution européenne. Qui avait raison? Ceux qui ont imposé aux Français la Constitution européenne, avec toutes les conséquences que l'on voit aujourd'hui, ou le peuple français qui l'avait rejetée? Sur la réforme du marché du travail, elle commence aujourd'hui, son examen commence aujourd'hui à l'Assemblée. Plus de flexibilité pour les entreprises, plus de garanties pour les salariés. Est-ce que ça vous paraît un accord équilibré? J'ai pas vu plus de garanties pour les salariés, moi. J'ai vu plus de flexibilité. C'est une idéologie... Il y a par exemple les mutuelles qui seront généralisées. Oui, d'accord. Là, pareil, c'est toujours le petit exemple. On donne un petit crouton de pain en disant bon, bah, ça va calmer le jeu. Non, la réalité, c'est que c'est très déséquilibré. Mais cette théorie de la flexibilité, je l'entends. Moi, je l'ai vu venir au Parlement européen depuis bien longtemps. Ça vient de l'Union européenne, ça vient de la Commission. Et avec le soutien... Ça vient aussi du patronat. Avec le soutien du MEDEF, bien entendu, poussé par le MEDEF, c'est-à-dire les grandes entreprises, beaucoup plus d'ailleurs que les PME, PMI, parce que les patrons de petites entreprises, non seulement ne réclamaient pas cela, mais de surcroît, ils n'en bénéficieront pas. Bon, donc c'est comme d'habitude, toujours pour les grandes entreprises. Mais vous ne pensez pas qu'en cas de coup dur, il faut plus de flexibilité, plus de souplesse? Mais encore une fois, à quoi jouent nos gouvernants? Nous avons des dirigeants, avant ils étaient de droite, maintenant ils sont de gauche, ils mènent exactement la même politique de la flexibilité à tout prix. C'est quoi la flexibilité? C'est la gestion de la pénurie. Comme ces gens sont incapables de permettre de mettre les conditions en place pour créer de la richesse et donc pour éviter l'augmentation spectaculaire du chômage, eh bien, ils gèrent la pénurie, ils mettent en place des mécanismes pour que la pénurie d'emploi soit la moins visible possible, la moins difficile à vivre possible. Mais c'est inadmissible, ça n'est pas cela qu'on leur demande, ça n'est pas leur mandat. Et évidemment, la conséquence, c'est que ce sont les salariés qui vont une fois de plus en payer le prix. Autrement dit, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet?
Oui, mais enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas l'alpha et l'oméga de toute vie politique, d'autant Mais vous êtes souvent d'accord que quand M. même. Mélenchon, il n'a pas de solution, puisqu'il continue à défendre un système européen, un système européiste, qui est à l'origine de toutes ces décisions d'austérité, de flexibilité, de baisse du pouvoir d'achat, de mise en place d'une monnaie unique dont on a vu aujourd'hui qu'elle a été un échec total. Donc, si vous voulez, il s'est trompé comme les autres, M. Mélenchon. Alors, il est peut-être celui qui essaye de le faire le plus oublié. Autre sujet du jour, le choc de simplification dont a parlé François Hollande. Moins de paperasserie, 60 milliards paraît-il à gagner. Oui, bonne idée. ça fait des décennies qu'on parle de ça, et ça fait des décennies que ça n'a jamais été fait. Donc j'attends en l'occurrence de voir, mais je pense que c'est une bonne chose parce que il est évident que cette paperasserie, comme vous dites, cette bureaucratie incroyable qui pèse sur les très petites entreprises, les PME, les PMI, les artisans, les commerçants, est un inconvénient majeur et représente d'ailleurs une rupture de concurrence avec les grandes entreprises qui ont du personnel pour s'occuper de tout cela. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit les socialistes qui soient les mieux placés pour mettre en place ce choc de simplification. En règle générale, eux, ils ont plutôt une vision extrêmement bureaucratique. Alors, bon, voilà, j'émets des doutes sur leur capacité à pouvoir simplifier les démarches administratives des entreprises. Sur les retraites, Jean-Marc Ayrault annonce une réforme à l'automne. Est-ce qu'il faudra cotiser plus, comme le dit François Hollande? Quelle est la différence entre, excusez-moi, M. Ayrault et M. Fillon? Quelle est la différence entre M. Hollande et M. Sarkozy? Pourquoi avoir changé si c'est pour avoir strictement la même politique? Moi, je dis qu'on est en train d'expliquer aux Français depuis des années qu'on n'a pas assez d'argent. On n'a plus assez d'argent pour rien, ni pour les soigner, ni pour payer leur retraite, ni pour leur livrer des indemnités chômage. Eh bien, je pense que ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que l'on fait des gaspillages insensés dans notre pays. On prend en charge la misère du monde entier parce qu'on veut jouer les généreux avec l'argent des Français. Commençons déjà par faire les économies nécessaires, ce qu'on verse à l'Union européenne, l'immigration 50 à 70 milliards, la fraude sociale 20 milliards, les amendes que l'Union européenne nous réclame, 9 milliards d'amendes on nous réclame. Vous voyez qu'avec 9 milliards, on en ferait des choses. Et après, on verra s'il est vraiment nécessaire de faire des sacrifices tels qu'on les demande aujourd'hui aux Français. Aujourd'hui, justement, il y a eu une augmentation de la taxe sur les retraites, plus 0,3%. Est-ce que ça vous choque? Oui, ça me choque parce que il y a de plus en plus de retraités pauvres, de retraités qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Or, aujourd'hui, on leur demande un effort supplémentaire et à mon avis, ça n'est que le début. Ils ont déjà vécu, bien sûr, comme tous les autres Français, l'augmentation spectaculaire des prix à la consommation. Car l'inflation, le chiffre de l'inflation qu'on nous donne... Comme tout le monde, participer à l'effort? Non mais d'accord, mais les retraités, encore une fois, ils ont des moyens qui, pour une grande partie d'entre eux, sont très limités. On nous expliquait que c'était les plus riches qui allaient payer. Eh bien, les plus riches, si je regarde les chiffres, ça fait plus de la moitié des retraités. Est-ce que vous croyez très sincèrement que la moitié des retraités sont très riches, comme le croit M. Hollande? Je ne le crois pas. Et ceci, à mon avis, est un élément d'appauvrissement très inquiétant de notre pays. Merci. William, c'est à vous. Merci.